Bonjour à tous. Traçabilité, authenticité des contenus générés, le vrai défi aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment distinguer le vrai du faux et pourquoi c'est un défi important, y compris dans les entreprises. On en parle aujourd'hui à la une de Smart Cyber. Le premier rendez-vous sur la confiance numérique fait la part belle aussi au RSSI. En interview RSSI, nous aurons aujourd'hui Raphaël Marichet de Palo Alto Networks. Et puis dans notre Focus Solution, vous découvrirez une solution issue de l'excellence française qui permet de cartographier, classifier et contrôler l'accès aux données. Le rendez-vous Culture C, Culture Cyber, lui sera consacré à un prix scientifique Viginum INRIA. Mais d'abord, on s'intéresse à la French Response, la riposte du Quai d'Orsay face aux fake news. C'est tout de suite l'interview dans Smart Cyber. L'alerte cyber s'arrête aujourd'hui sur la lutte contre la désinformation et cette initiative étonnante et aussi excellente d'ailleurs du Quai d'Orsay, French Response. Vous êtes peut-être déjà abonné à ce compte officiel du ministère des Affaires étrangères sur X qui a été donc lancé pour lutter contre la désinformation, les ingérences étrangères utilisant les réseaux sociaux. Et nous sommes connectés avec Pascal Confavreux, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Pascal, vous m'entendez bien ? Bonjour. Je vous entends. Bonjour, merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Quai d'Orsay décide de lancer cette initiative ? Et puis surtout, expliquez-nous par quel bout vous avez voulu prendre ce sujet, parce que le ton y est quand même assez satirique, voire offensif. Comment vous êtes arrivé à cette réflexion et à vous dire, OK, on se lance d'une manière assez différente de ce qu'on pourrait attendre d'un ministère ? C'est venu d'un constat. Il y a une guerre informationnelle qui se joue dans le monde et qui attaque nos intérêts, qui attaque notre image, qui peut attaquer ce que nous défendons. Et notre but, c'était de pouvoir établir un canal de réaction rapide, de riposte, qui nous permette de pouvoir défendre tout ce que nous faisons. Donc c'est en fait une corde supplémentaire à notre arc. Nous avons exactement la même position diplomatique, ça ne change pas, ouais. Mais c'est un élément supplémentaire dans tout ça, dans les différents champs. Et ça, c'est vraiment la volonté du ministre, de Jean-Noël Barrot, dès qu'il est arrivé, de mettre en place ça. Nous avions mis en place en 2022 des éléments de veille bien plus forts avec d'autres ministères. Donc, nous étions capables désormais de voir très vite des signaux faibles, de détecter des attaques contre nous à l'étranger. En 2025, on a mis en place un petit peu plus cette riposte avec French Response, mais aussi avec d'autres éléments. Et puis en 26, maintenant, c'est ça qu'on fait. C'est la mise en place de toute une communication stratégique, disons, dans la guerre informationnelle, un peu ce que le ministre appelle la bataille des récits. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions déployer à travers le monde les récits qui constituent notre identité et nos valeurs et nos intérêts. Et alors, vous constatez déjà des premiers résultats sur cette riposte à travers le compte X French Response ? Alors, on y va très humblement, mais oui, il y a eu beaucoup de bonnes surprises. Il y a eu plein de gens qui nous disaient déjà, ça fait chaud au cœur de voir que c'est possible, de voir que vous le faites. Ouais. Deuxièmement, il y avait aussi un aspect un petit peu communautaire qui est extrêmement intéressant et qui nous a amené après à vouloir développer la réserve numérique, la réserve opérationnelle numérique diplomatique, qui sont en fait des gens qui veulent contribuer, soit en veillant, soit en proposant des réponses, soit en eux-mêmes participant à cette bataille des récits et en prenant part à ces publications. Ça a été un petit peu les deux. Alors, sans parler des contributeurs et de cette réserve, cette nouvelle réserve numérique, combien de personnes dans l'équipe French Response et comment vous sélectionnez vos sujets ? Alors, tous les matins, on a une veille qui nous remonte les différentes attaques informationnelles qui viennent de l'étranger, toujours, on ne s'occupe pas du national, qui viennent de l'étranger, on voit les différentes attaques. Ensuite, il y a une forme de tri à la fois en termes de gravité de l'information et puis de viralité aussi. On va évidemment pas donner ces fameux effets stressants, c'est-à-dire donner de la visibilité, de la viralité à des informations qui n'en ont pas. Oui. Et puis après, il y a tout un tas de propositions de réponses sur lesquelles ensuite il y a une validation qui est très rapide, qui inclut les différents niveaux hiérarchiques. Et ce qui est très important, c'est d'avoir ce backing politique qui est donné par notre ministre et sous l'autorité aussi bien sûr du Premier ministre et du gouvernement et du
président de la République, pour que nous ayons la latitude de faire ça. Encore une fois, c'est un compte qui est institutionnel, qui est officiel du ministère des Affaires étrangères, à côté d'autres comptes, je pense bien sûr au compte de France Diplo, au compte du ministre lui-même, et qui vient apporter une corne supplémentaire à notre arc. Oui, ce ne sont pas quand même les mêmes éléments de langage qu'on retrouve sur ce compte. Et je vous posais la question de l'équipe. Ce sont quoi, de jeunes community managers derrière ? Alors, on ne communique pas trop justement sur l'équipe pour aussi les protéger, des attaques informationnelles et de doxing par exemple qui peuvent se faire. Mais il y a dedans des diplomates bien sûr, mais aussi des communicants, d'anciens journalistes. Donc c'est un peu un mix de tout ça et qui permet d'avoir à la fois une veille qui est très très précise en temps réel et puis une capacité de riposte extrêmement réactive et extrêmement rapide. Merci beaucoup Pascal Confavreux d'avoir été avec nous pour ouvrir ce Smart Cyber, le rendez-vous de la confiance numérique. Je rappelle que vous êtes porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci pour cet éclairage sur la façon dont fonctionne la French Response. Très heureuse de recevoir Raphaël Marichet. Bonjour. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information pour la France, l'Europe du Sud chez Palo Alto Networks. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette interview RSSI. Première question peut-être un petit peu vaste, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard sur, de manière générale aujourd'hui, que veut dire la cybersécurité dans une grande organisation ? Quelle est votre vision stratégique, les sujets majeurs qui vous semblent importants à traiter ? C'est une vaste question et merci de la poser parce que j'aime bien prendre les choses en revenant aux fondamentaux. C'est une question de confiance d'abord. On devrait parler d'ailleurs plus de confiance numérique. Oui. Et puis cybersécurité, étymologiquement, c'est la gouvernance, c'est la navigation. Moi, je suis un marin aussi d'origine et j'aime bien faire le parallèle avec savoir piloter un navire, définir un cap. Il peut se passer des aléas, mais l'objectif, c'est bien de tendre toujours vers un cap. Et un cap, c'est quelque chose qu'on a du mal à atteindre. Donc c'est une culture d'entreprise à diffuser et à faire vivre sur la durée. Mais la mer est de plus en plus chahutée, non ? Je me trompe ? Vous ne vous trompez pas, c'est aussi la rançon du progrès, finalement, de la numérisation, de la dématérialisation. La confiance a dû se déplacer de la sphère physique vers une sphère à la fois physique et numérique, physique et virtuelle, là où les frontières s'estompent. Vous l'évoquiez dans le sommaire, entre le vrai et le faux. Oui. Je dirais aussi entre l'humain et le synthétique. C'est vrai. Et l'outillage, aujourd'hui, est devenu une partie critique, déterminante des processus opérationnels des entreprises, comme les administrations de services publics d'ailleurs, à tel point qu'on doit, je pense, en termes de compétences et d'expérience, augmenter nos humains, nos salariés, nos agents publics, pour mieux piloter l'outil et pas forcément faire les choses à la place de l'outil. Alors, vous faites référence à la confiance, ça tombe bien, parce que Smart Cyber, c'est le premier rendez-vous sur la confiance numérique. Mais ça me fait aussi penser à la réaction du député Philippe Latombe quand on a découvert le record historique de fuite de données en France, qui apparaît très clairement dans le dernier rapport annuel de la CNIL, qui dit, avec les fuites de données massives au sein des administrations, c'est la confiance qu'on perd des citoyens. L'État en est responsable aujourd'hui. Et en fait, c'est même toute la confiance qu'on a dans la numérisation qui est mise à mal. Vous avez occupé pendant une dizaine d'années des responsabilités de premier plan au sein de l'État français, notamment comme RSSI du ministère de l'Intérieur. Avec quel regard vous suivez ces actualités autour des fuites de données et de la manière dont ça concerne de plus en plus ces administrations? Alors ça remonte un peu à mon expérience, mais évidemment vous touchez une corde sensible. J'ai quand même passé 10 ans au service de l'État, donc je n'y suis pas insensible à ces commentaires et ce qui se passe aujourd'hui. Et des fois je suis un peu triste qu'on ne remette pas en avant tout ce qui a été fait. C'est souvent quand on dit les trains arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Oui. Par exemple, l'authentification forte dont on nous rabâche aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur l'a mis en œuvre dès 2012 avec authentification par carte à puce, avec code PIN et certificat sur support électronique. Donc en plus, encore mieux que ce qu'on fait de manière générale dans le privé. Mais les faiblesses, elles n'ont pas été dans l'outil ou dans la technologie. Elles ont été dans l'instanciation de cette technologie. Et certains de ces verrous ont été volontairement désactivés. J'imagine qu'il y avait des bonnes raisons pour cela, sur certaines applications, dans certains contextes. Et c'est par là que les attaquants se sont engouffrés. Et pourquoi ça n'arrive que maintenant ? C'est aussi parce que les attaquants, aidés de l'outillage,
peuvent scanner toute la surface d'attaque des organisations et trouver la petite faiblesse que le responsable cybersécurité n'aura pas pu voir parce qu'il est doté de moyens qui sont limités. Il y a aussi un sujet de dimensionnement des moyens dans le secteur public. Et cette petite brèche, ce petit trou de souris aura été exploité subrepticement par l'attaquant pendant plusieurs jours avant d'être détecté. Donc, poser la question de la fenêtre de détection qu'il faut absolument réduire pour passer de plusieurs jours, ce qui n'est pas acceptable, à quelques minutes. Et pour ça, on a des outils d'IA. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même... Alors, à la fois, c'est un danger supplémentaire, parce que ça peut, on l'a vu avec l'annonce de Mythos du côté d'Anthropic, scanner très, très rapidement des logiciels et en détecter les failles. Mais d'un autre côté, c'est un outil. Est-ce que... parce qu'aujourd'hui, vous faites de l'évangélisation auprès d'autres RSSI, de DSI. Est-ce que ça fait partie des choses que vous abordez, ces nouveaux outils dont il faut s'emparer dans la cyber? Bien sûr, ça fait plusieurs mois, voire années, que le marché se pose la question d'insuffler de l'IA, ou du moins d'abord de l'automatisation dans les processus, plutôt qu'outils, dans les processus de détection d'incidents, de réparation, de remédiation, avec toujours cette crainte, et c'est normal, c'est des gens qui font de la sécurité, donc ils ont envie de maîtriser le processus, ils n'ont pas envie de le confier complètement à une technologie, et je le comprends. Oui, et ça rassure d'ailleurs, ce que vous nous dites. Ça rassure, mais on n'a plus le temps de faire des validations manuelles à chaque fois, de faire des comités d'arbitrage des changements avant, par exemple, de mettre en place un correctif de sécurité pour dire c'est bon, on est protégé, il va falloir là très vite, à cause de ce que démontrent Mythos et les autres modèles qui suivent, il va falloir très vite mettre en place des postures beaucoup plus dynamiques, ce qu'on appelle, on va revenir aux fondamentaux de la cyber, le zéro trust, ne pas faire confiance a priori à des dispositifs, mais vérifier en permanence que les conditions des échanges numériques sont remplies et apportent la confiance. Vérifier en permanence les critères de confiance. C'est-à-dire qu'on a un peu abandonné ça, quand vous dites on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a un peu lâché du lest finalement en matière de cybersécurité pour faciliter les usages? On a les deux choses. On a beaucoup investi dans des outils pour faire de la conformité. Et ça, c'est un peu une marotte que j'ai depuis 10-15 ans. C'est cet équilibre entre conformité et gestion des risques qui est intrinsèque au métier de la cybersécurité. Il ne faut pas qu'on déséquilibre trop. Donc, cocher les cases pour avoir accès à une assurance cyber, parfois c'est demandé. Cocher les cases de la régulation, c'est demandé. Mais in fine, celui qui endosse les risques, c'est quand même le patron de l'entreprise, c'est quand même le dirigeant. Et c'est lui qui doit être informé par son RSSI de la réalité des risques sur son métier. Mais encore faut-il que le RSSI arrive aussi à verbaliser, à transcrire, à traduire dans un langage métier qui soit compréhensible quelle est la réalité du risque opérationnel. Et ces derniers temps, je pense qu'on s'est peut-être un peu trop reposé sur les outils en disant j'ai besoin, et je comprends, j'ai besoin de déployer ça pour être tranquille. Mais une fois que l'attaquant est dans l'entreprise, comment on le détecte? Quelles sont les procédures en place? Quelles sont les procédures d'arbitrage? Est-ce que je sacrifie un système d'information au risque de perturber la production, au risque de perturber le service à mes clients? Mais peut-être que je vais gagner en confiance parce que justement, je vais éviter d'aggraver l'incident en minimisant l'impact. On a aussi vu en communication de crise des bons exemples et des mauvais exemples. Et tout ça, c'est intrinsèquement de l'humain, mais qui doit être aidé en termes de pilotage par la machine pour aller vite. Apporter du contexte d'information à l'humain pour la prise de décision, c'est là qu'on a besoin d'IA avant tout. Merci d'avoir été avec nous, Raphaël Marichet, directeur donc de la sécurité France et Europe du Sud de Palo Alto Networks. Merci. Nous, on continue à s'intéresser à la confiance numérique. On a un talk justement sur la question de distinguer le vrai du faux avec les contenus générés. Traçabilité, authenticité des contenus générés. Comment fait-on aujourd'hui pour distinguer le vrai du faux et en quoi c'est un challenge, un défi, une difficulté même pour les entreprises? Pour en parler, nous avons avec nous à distance Vincent Desbenoît. Bonjour Vincent, bienvenue, qui est responsable des grands comptes chez KnowBe4, plateforme de formation sur la sensibilisation à la sécurité. Et puis en plateau, avec nous, Lionel Lemoine nous a rejoint. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur senior des consultants, solutions Adobe en Europe de l'Ouest. Bon, Adobe, tout le monde connaît les outils de création. Hein. Alors, qui dit création de contenu avec de l'assistance de l'IA. Alors, distinguer le vrai du faux, c'est un vrai sujet pour vous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, Raphaël Marichet, restez avec nous, le directeur sécurité France et Europe du Sud de Palo Alto Networks. Merci, Raphaël, d'avoir accepté de porter votre regard d'expert sur ce sujet. Mon premier
point, enfin peut-être mon interrogation en fait, c'est de nous expliquer quel est véritablement aujourd'hui le danger autour de cette question de la traçabilité des contenus, de la distinction entre le vrai du faux, parce que on en parle beaucoup en matière de désinformation, de problématiques de démocratie citoyenne. Ça touche aussi les entreprises. Il y a eu même un rapport de la Villa Numéris, d'ailleurs, auquel j'avais un peu participé, qui sensibilisait les entreprises. Ce rapport s'appelait Marquer le réel. Hein. Le MEDEF était impliqué dans la réflexion. Mais j'aimerais vous entendre, vous, en tant qu'expert, chacun avec vos points de vue différents. Pourquoi ce sujet, aujourd'hui, est une problématique qui doit être adressée dans toutes les organisations? Vous voulez commencer? Oui, avec plaisir. Allez-y, Je pense que c'est avant tout en fait un enjeu lié au volume. Oui. Le sujet de l'authenticité des contenus n'est pas quelque chose de nouveau. On est effectivement l'éditeur de bon nombre de logiciels de référence pour la création de contenu. Photoshop, en tant que tel, est devenu presque un nom commun. C'est vrai. Et au cours des 30 dernières années, on avait déjà cette typologie en fait d'interrogation. Qu'est-ce qui a été retouché par rapport à une photo d'origine? Qu'est-ce qui a été modifié? Et finalement, ce qui change vraiment aujourd'hui avec l'IA, en fait, c'est la volumétrie, les possibilités d'IA générative qui permettent de démultiplier et également de rendre accessible le processus de création à tout un chacun. Et pour vous dire, c'est un sujet en fait qui était une préoccupation déjà il y a de cela un peu plus de 7 ans, avant même en fait que l'on parle autant en fait de l'IA, beaucoup dans les médias. Parce que les fake news ne sont pas une nouveauté. De s'assurer de l'authenticité d'un contenu, tout à fait. Exactement. D'une photo, d'une vidéo, d'un texte. Et nous avions lancé en fait une initiative qui s'appelle Content Authenticity Initiative, où assez rapidement, on avait constaté qu'il allait être difficile, même avec des algorithmes, avec de l'intelligence logicielle, d'identifier si un contenu avait été retouché, modifié et comment il avait été créé. Et donc, on a plutôt pris un paradigme différent, qui était de se dire, créons un label, un peu comme un label nutritionnel, traçons quelle est l'origine en fait d'un contenu, et assurons-nous en fait que finalement, on puisse séparer les bons des contenus originaux en tout cas, et des contenus qui pourraient poser problème. Et fort est de constater que cette initiative aujourd'hui, elle fédère près de 6000 entreprises. Alors on va peut-être prendre le temps d'en parler tout à l'heure, mais ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, ça concerne des professions en particulier, c'est ça qui s'attache à l'authenticité de l'information. Est-ce que vous voyez d'autres problématiques? Et puis je passerai la parole ensuite à Vincent. Alors, ce sont surtout en fait les professionnels qui cherchent à s'emparer en fait de cette problématique. Et derrière les professionnels, il y a toute la chaîne de production de contenu. Oui. Ça part en fait des personnes qui vous fournissent les équipements pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, en passant bien entendu dans la chaîne de production de contenu par des entreprises comme Adobe et des outils logiciels. L'IA générative a ouvert aussi en fait la porte à de nouveaux acteurs. Qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, également intéressés à avoir une traçabilité de la manière dont les contenus ont été faits avec l'IA. Mais aujourd'hui, vous allez aussi avoir en bout de chaîne les agences, les publishers. Oui. Et donc, vous allez vous retrouver dans les 6000 acteurs en fait, qui sont fédérés derrière cette initiative, des entreprises aussi différentes que l'AFP, Havas ou France Télévisions, que des constructeurs en fait de caméras comme Nikon, Canon, Leica ou Sony. Ça fait du monde. Vincent Desbenoît, vous faites de la sensibilisation aussi sur ces sujets. Expliquez-nous ce que vous voyez, vous, en particulier, comme danger. Pourquoi c'est un sujet très sensible aujourd'hui qui doit concerner toutes les organisations? Oui, je rejoins ce qui a été dit sur la partie volumétrique qui augmente énormément. Avec le deepfake. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est pourquoi le deepfake est en plein essor et surtout à des fins malveillantes. Et c'est ça l'enjeu pour moi aussi, c'est derrière quelles sont les intentions des individus qui vont utiliser du deepfake et qu'est-ce qu'ils vont en faire, et ils vont s'en emparer. Ça industrialise en fait le système de cybercriminalité. Là où derrière, il y a quelques années, on était sur un peu des curiosités de laboratoire. On voyait du deepfake émerger avec Will Smith qui mange des spaghettis, où c'est un petit peu grotesque et risible. Pas très bien ces spaghettis d'ailleurs, Will Smith. Ça marchait pas très bien. Hein.
Ça marchait très bien. Et aujourd'hui, si on refait la même chose en 2026, en fait, le chiffre à retenir, c'est que 68% des personnes maintenant qui ont demande si elles arrivent à distinguer un deepfake réel, lequel est le vrai, quel est le faux, n'y arrivent pas. Elles disent c'est impossible. Vraiment, les alertes qu'on avait avant, où il y avait plusieurs doigts, il y avait des bugs un peu visuels, etc., techniques, qui sont complètement disparus. Et la frontière entre le vrai et le faux, vraiment visuellement parlant, elle devient très très faible, voire impossible à distinguer à l'œil nu. Même en étant expert sur le sujet, on n'y arrivera quasiment plus. Donc derrière la problématique que nous on adresse avec nos clients, c'est l'idée de sensibiliser, d'entraîner, de former, d'avoir vraiment cet accompagnement des utilisateurs, même au plus grand public, de dire voilà, il faut être vigilant, il faut savoir que derrière n'importe quel contenu, ça pas forcément ce qu'on croit. Le deepfake peut avoir une problématique derrière de inciter une personne à faire quelque chose qu'elle ne souhaitait pas faire. Il y a de l'ingénierie sociale qui arrive en jeu derrière et qui va forcer une personne à faire un virement, à donner des coordonnées bancaires, à donner des données sensibles, etc. Grâce au deepfake, il y a eu des exemples même sur ces enjeux-là d'entreprises où on va donner un lien Teams à un collaborateur qui va se connecter. En fait, présent autour de la table, ce ne sont que des deepfakes. Il pense parler à son CFO. C'était le cas à Hong Kong il y a quelques années où la personne se connecte et va effectuer derrière des virements bancaires en urgence jusqu'à 25 millions de dollars au total. Parce qu'il pensait s'être connecté sur l'arnaque au président version deepfake. Effectivement, ça c'est très troublant. Ça fait partie aujourd'hui des préoccupations d'un directeur de la sécurité numérique. Oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que pour le coup, on n'est pas du tout dans un risque IT. On est dans un risque procédural. Et pour moi, le vrai danger, à répondre à votre question, c'est de croire que les techniques et procédures d'avant vont encore fonctionner pour protéger l'entreprise à l'ère de l'information générée de manière synthétique. Si on prend l'exemple du phishing, du hameçonnage, on a beaucoup formé, sensibilisé les salariés à détecter le hameçonnage en cherchant les fautes de frappe, les fautes de grammaire. Ce qui ne marche absolument plus aujourd'hui. Par contre, ce qui compte et ce qui marche bien, c'est bien détecter l'intention. Ce mot est important, détecter l'intention, plutôt que caractériser d'un point de vue factuel. Si une information elle est vraie ou fausse, synthétique ou humaine, ça ne veut plus rien dire. Sur Internet, vous ne pouvez plus voir un post sur un réseau social en disant celui-là a été généré par un humain, celui-là a été généré par une IA. Même le simple fait de poser la question n'a plus de sens, puisque tout est imbriqué. Par contre, il y a derrière toujours un humain qui déclenche l'intention. Et donc, observer les comportements des machines et des salariés va nous renseigner sur l'intention. Et si on voit la machine ou l'identité qui est utilisée par l'outil IA, par exemple, ou par la machine, si on voit l'identité qui commence à avoir un comportement qui sort du contexte habituel, par exemple, les attaquants vont travailler sur le caractère d'urgence, sur l'anxiété, ils vont mettre la pression. Ça ne change pas, ça n'a pas changé. C'était déjà le cas il y a 5 ans, c'est encore le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas après-demain. Ça, c'est ça qu'on va chercher à caractériser en termes de détection comportementale. Pour ça, il faut qu'on puisse tracer un identifiant, qu'il soit utilisé par un humain ou par une machine, pour voir à quel moment il sort de son contexte d'usage normalement prévu et normalement observé sur une échelle de temps suffisamment longue. Et à un moment donné, quand il sort du contexte d'usage, ça doit lever une alerte. C'est même plus la question de savoir si le contenu est vrai ou faux, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Intéressant. Mais on va quand même pas totalement lâcher l'affaire pour essayer de distinguer le vrai du faux. Je sais pas, chez Adobe, j'imagine que là, vous avez commencé à évoquer une initiative qui rassemble quand même beaucoup d'acteurs pour donner du crédit au contenu et pouvoir le tracer. Vous pensez arriver à quel niveau d'efficacité avec ce type de marquage? Est-ce qu'il y aura toujours des outils pour défaire ce qu'on fait? On parle d'empreintes numériques. Mais... Ils ont quand même vocation à se moderniser et à se mettre également à la page à l'heure de l'agentique. On arrive à automatiser énormément de choses grâce à l'IA et également à apporter des réponses à ces problématiques. Sur le premier point de votre question, la performance en fait de la cryptographie aujourd'hui nous permet véritablement en fait sur les contenus d'arriver à embarquer ce qu'on appelle des content credentials, des filigrammes invisibles, crypter les métadonnées, faire en sorte que même un contenu en fait qui est affiché, dont on fait une capture d'écran, s'il est repris,
on va arriver à garder une traçabilité en fait sur est-ce que ça a été généré avec de l'IA, quel a été l'auteur, comment ça a été créé en fait tout au long de la vie du cycle finalement de production du contenu. Après, le deuxième, ça peut être altéré. Alors, ça peut être altéré. Aucun outil n'est inaltérable, on est d'accord. On est d'accord. Modulo quand même le fait que si on altère finalement cette cartographie qui est embarquée dans le contenu, on n'aura plus cette traçabilité. Et donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à accompagner le regard critique, faire en sorte que les personnes qui consultent du contenu restent sceptiques aussi longtemps qu'on ne leur a pas prouvé que le contenu est authentique. Et là, vous avez des initiatives qui même dépassent en fait le cadre de notre entreprise. Vous avez... Il y a une mobilisation aujourd'hui importante vraiment sur ce sujet. Oui, et y compris, vous voyez, en fait, dans des acteurs qu'on n'aurait pas forcément imaginé prendre, on va dire, de l'avance dessus, comme TikTok, Meta, qui, eux, sont intéressés à générer de l'audience, de la grande volumétrie, sans nécessairement avoir ce regard critique sur ce qui est produit. Eh bien, ce sont des entreprises qui se fédèrent aussi. Vous avez une coalition qui s'appelle C2PA, Coalition for Content Protection and Authenticity, complètement indépendant des acteurs, mais on se fédère pour faire en sorte que quand un contenu est affiché, on soit capable également d'afficher visuellement en fait ces métadonnées. D'accord. Et donc ça accompagne ce regard critique et un peu sceptique sur le contenu en fait que l'on consulte. Mais ce sera une guerre de tous les jours, oui. Ça, c'est le jeu dans la cyber, dans la sécurité de manière générale. Vincent, si on reprend cette idée qu'effectivement, au-delà d'avoir des outils aujourd'hui pour vérifier dans des filigranes si le contenu est authentique ou pas, il y a cet enjeu d'éducation à effectivement essayer de déceler l'intention, la malveillance. Comment est-ce qu'on peut exercer davantage les citoyens, les collaborateurs dans les entreprises? Parce que j'ai l'impression qu'on nous parle déjà beaucoup de la cybersécurité. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace? Parce que douter de tout, c'est pas forcément non plus une solution. Oui. C'est sûr, avec le deepfake, on va arriver quand même à un stade où, tant qu'on n'a pas peut-être un tampon que c'est authentique, on doit être dans un schéma de vigilance active où on se dit peut-être que ce que j'ai en face de moi, c'est pas forcément une réelle personne, c'est peut-être un deepfake. On peut arriver quand même à ce niveau-là. Il faut toujours se dire derrière le schéma un petit peu mental, quelles sont les intentions, c'est ce qui a été dit, pourquoi on me demande de faire telle ou telle chose. Le but pour nous qu'on le risque, quand je dis si on se met à douter de tout et avoir peur sans arrêt face à ce qu'on voit ou ce qu'on entend, il risque d'y avoir une fracture numérique nouvelle qui s'installe avec des gens qui vont abandonner, qui vont dire moi c'est fini, je n'utilise plus ces outils, je ne fais plus confiance en fait, je ne décroche plus mon téléphone. Nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt de sensibiliser, de former, que les personnes soient conscientes que ça existe et qu'elles aient les bons comportements, notamment quand justement on va dévier d'une trajectoire d'un comportement normal, de douter, si on me demande de faire quelque chose en urgence qui va impliquer de l'argent ou des données sensibles, tout de suite ça doit susciter des alertes chez n'importe qui, et ça c'est des réflexes qu'on va avoir. C'est ça, on ne va pas être attaqué de façon perpétuelle, mais on doit avoir ces freins et ces réflexes qui se répètent un petit peu au quotidien. Et nous, chez KnowBe4, on essaie de sensibiliser nos clients en continu avec notamment de la création de deepfake en interne pour sensibiliser les utilisateurs, les collaborateurs à quoi pourrait ressembler une attaque au président fait par un des membres du comité de direction qui va lui-même se prêter au jeu et avoir une vidéo de deepfake qui circule dans l'entreprise pour montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler et d'être dans une formation continue, dans un entraînement continu à ces nouvelles techniques qui vont émerger, qui vont aussi... on doit être en réaction aussi par rapport à ce que les attaquants font. Les cybercriminels, ils vont s'emparer de ces outils vraiment qui sont de plus en plus simples à utiliser. Donc, il faut être conscient, il faut être à leur même niveau. C'est l'enjeu qu'on a chez KnowBe4 de transformer les utilisateurs pas en maillon faible justement, mais en ligne de défense et avec des réflexes, des réflexes assez simples de sécurité. Faire des je vois quelque chose d'anormal et j'alerte
voilà, ça doit lever des alertes à ces moments-là dans les réflexions qu'on a, et ça ne doit pas être vraiment quelque chose de pesant où je me détache du numérique en me disant je ne crois plus, C'est ça. je ne crois plus rien, je ne crois plus personne. Ouais, et parce que moi, comme je m'intéresse beaucoup à la cybersécurité depuis pas mal de temps, je suis un petit peu paranoïaque. Peut-être que j'ai peur que la paranoïa aille trop loin et que ça nous détourne du numérique, mais peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on n'est pas assez paranoïaque aujourd'hui, pas assez prudent. Non, je ne pense pas qu'il faille aller plus sur la peur. Il faut entraîner, ça je suis d'accord, les salariés à revenir au process quand on demande de déclencher un virement vers un fournisseur qui n'est pas dans le logiciel de facturation. Et ça doit alerter. C'est de la formation presque au métier, au cœur du métier. C'est même pas être paranoïaque de la cybersécurité. C'est juste l'utilisation d'outils numériques pour de la fraude classique, ça, ce qu'on évoque. Là où on peut avoir plus d'appréhension, et je le comprends, c'est quand les choses sont complètement opaques. Par exemple, comment a été généré un contenu? Ce que vous évoquiez sur la traçabilité m'intéresse beaucoup parce que c'est en cybersécurité, on cherche aujourd'hui au niveau de la régulation publique avec le Cyber Resilience Act à assurer la traçabilité des logiciels. Ouais. Les listes d'ingrédients des logiciels, en anglais la Software Bill of Material, et ça c'est prévu de les imposer aux éditeurs de logiciels. Moi j'aimerais bien effectivement que sur les éditeurs de contenu, on ait aussi une traçabilité sur quels sont les composants qui ont été amenés à créer ce contenu, et effectivement ils vont être pluriels. Il y aura des modèles d'IA, quelle est la supply chain, quelle est la chaîne d'approvisionnement de ces modèles, ils viennent d'où, est-ce que c'est de l'open source qui vient du Grand Est, est-ce que c'est du propriétaire qui vient du Grand Ouest, etc. S'intéresser à la supply chain pour donner des critères de confiance. Mais en revanche, je ne crois pas à un espèce de solutionnisme qui consisterait à avoir un tampon contenu authentique. Parce que si on fait ça, on crée de la confiance qui peut être une fausse confiance dans un contenu. Et si l'attaquant trouve le moyen d'obtenir ce tampon, là, il aura open bar. Donc, je préfère qu'on travaille effectivement sur une notion de quels sont les composants, quels sont d'outils de traçabilité, en fait. Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. C'est ça, ouais. De quels sont les composants logiciels et données, parce que l'IA, c'est un mélange de logiciels et d'informations. Les modèles, c'est aussi de l'information qui a été pondérée, mais voilà, c'est de l'information. D'où vient cette information? Quels sont les producteurs de cette information, de ces composants qui ont permis, in fine, de produire un contenu, qu'il soit image, texte, comportemental, agent IA, etc. Parce que derrière, il y a aussi l'intention de la personne ou de l'équipe qui a agencé ces différents composants pour en faire quelque chose. C'est la démarche d'avenir qu'il faut approfondir, investiguer, et effectivement pas forcément se contenter de mettre un tampon. Ça, je pense que c'est une mauvaise piste. Merci Raphaël Marichet pour ce mot de conclusion. Merci pour votre regard sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes le directeur sécurité France-Europe du Sud de Palo Alto Networks. Merci beaucoup à Vincent Desbenoît de s'être connecté avec nous dans Smart Cyber, qui est responsable grand compte chez KnowBe4. Vous nous avez bien éveillé à ces questions de sensibilisation et l'utilité des gestions, de simuler des crises pour s'habituer et se rendre compte en fait des risques. Et merci à vous Lionel Lemoine, directeur senior chez Adobe en Europe de l'Ouest. Merci pour vos éclairages aussi sur la mobilisation de toute l'industrie pour nous aider à mieux tracer, authentifier ces contenus. Allez, c'est l'heure de notre focus solution. Focus Solutions dans Smart Cyber. Aujourd'hui, je reçois Patrick Leray. Bonjour. Vous êtes directeur revenu opération de Daspren. Et Daspren, c'est une solution, nous dit-on, sortie de l'excellence française. Et oui, c'est vrai, puisque c'est issu de la recherche de l'INRIA et de la DGA, la Direction Générale à l'Armement. On parle là d'une plateforme de cybersécurité qui permet de cartographier, classifier, contrôler l'accès aux données. Expliquez-nous très concrètement ce que ça change par rapport à l'existant. Qu'est-ce que vous apportez? Bonjour. Eh bien, déjà, nous apportons une plateforme tout en un. Et cette plateforme tout en un permet de cartographier les usages, de classifier les données et de contrôler, alerter ou bloquer. Et dans la cartographie des usages, on permet de dire qui fait quoi, quand, comment et en temps réel. Et ça, c'est très instructif pour toutes les sociétés qui veulent savoir un peu ce qui se passe chez elles et ce qu'on peut sécuriser et comment. C'est le premier étage de la fusée. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des violations de données, on s'aperçoit finalement que ce sont des accès qui ont été falsifiés ou qui ont été récupérés par des acteurs malveillants. Est-ce que ça, par exemple, vous pourriez le détecter ?
Alors, c'est la mission première d'Aspren qui est justement de détecter et contrôler ces accès non autorisés. Oui. Alors déjà, la première des choses, c'est que... Comment faire la différence entre un identifiant de Monsieur X qui avait le droit et le même identifiant de Monsieur X, mais utilisé par quelqu'un d'autre? Alors là, vous touchez au cœur de la solution. Dans la partie contrôle, vous avez... On va définir, on a parlé tout à l'heure de zone de confiance, de zéro trust. Oui. Et bien là, c'est la même chose. On va faire une zone de confiance. Vous allez autoriser ce que vous avez le droit de faire et comment et quels utilisateurs. D'accord. Un attaquant qui va utiliser les privilèges d'un collaborateur, oui. eh bien, il ne va pas avoir les mêmes gestes, il ne va pas avoir utilisé les mêmes applications. Et quand bien même il utilise la même application, il va être vite bloqué, puisque l'utilisateur classique va utiliser 1, 2, 3 données, et là, il va vouloir extraire l'ensemble de toutes les données, et alors là, il est totalement bloqué. Donc ça, c'est la partie cartographie de l'usage, en fait, qui vous permet de détecter un usage inhabituel. Alors, la cartographie d'usage va définir qu'est-ce qu'on va autoriser, quelle va être la zone de confiance. D'accord. Et ensuite, la partie contrôle, en fonction de la classification des données. Alors, qu'est-ce que vous appelez la classification des données? Alors, vous avez des téraoctets, des milliers de téraoctets dans les organisations, et on ne sait pas du tout ce qu'elles contiennent. Généralement, c'est un peu le bazar, voire le chaos. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est une classification des données qui sont importantes pour l'entreprise, donc des données confidentielles, des données de finance. D'accord. Et on va les classifier simplement. Et par leur niveau de sensibilité, en fait, c'est ça? Exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir ce qui est sensible. Et typiquement, lorsque vous allez vouloir utiliser une application lambda d'IA, on parle beaucoup d'IA et c'est le moteur de compétitivité de toutes les entreprises. Ouais. Mais sans contrôle, c'est une machine à exfiltration des données. Ouais. Et donc là, typiquement, vous avez des données qui sont classifiées. Ces données classifiées, vous ne voulez pas qu'elles sortent. Eh bien, vous ne pourrez pas utiliser ChatGPT, Mistral, ce que vous voulez. Alors que sur pour des les données extraire, c'est ça? Pour les extraire. Ouais. Et alors que pour les données usuelles, vous allez pouvoir utiliser l'outil. D'accord. Et ça, c'est aussi un autre avantage. Ça veut dire que ça demande une démarche aussi de la part de l'organisation qui pourrait adopter cet outil, de tout remettre à plat sur quelles sont mes données, quels sont les niveaux de sensibilité, qui a le droit à quoi. Ça, aujourd'hui, dans les grandes organisations, ce travail a déjà été fait? Alors, dit comme ça peut faire peur de procéder de oui, cette façon. Et en même temps, on espère que c'est déjà en place. Alors, ça dépend. Ouais. Il y a des choses qui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui existent, mais nous, ce qu'on propose déjà, c'est d'identifier, de cartographier ce qui se passe. Et ça, aujourd'hui, en termes d'usage, les entreprises n'ont pas forcément la vue sur leur système d'information et encore moins sur tout le shadow qui est à côté, le shadow IA, le shadow IT. Ouais. Et bien, typiquement, avec la cartographie des usages, vous avez l'information. Il n'y a plus de shadow. Il n'y a plus de shadow. Et le gros avantage, c'est qu'après, vous allez pouvoir discuter avec les directions métiers, dire, bon, est-ce que c'est normal d'utiliser ça? Oui. Et on remet le legacy d'entreprise à niveau et ça permet de sécuriser les applications. Et vous dites on protège le patrimoine numérique de l'entreprise. Exactement. Dans son ensemble, sur toute la chaîne. Merci beaucoup, Patrick Loriat. Ça passe très vite, hein, la Focus Solutions. Mais ça y est, c'est terminé. On a un autre rendez-vous ensemble. C'est le rendez-vous Culture Sur. On va découvrir un prix avec une autre excellence française, parce que c'est l'INRIA avec Viginum. Merci, Patrick Loriat. Je rappelle que vous êtes responsable revenu opération chez Daspren. Merci. Mon invité dans Culture C, c'est Anne-Sophie Divert. Bonjour. Bonjour Vous Delphine. êtes adjointe au chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, qu'on appelle plus rapidement Viginum. C'est donc un service rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous déjouez les tentatives d'ingérence étrangère qui utilisent ces moyens numériques. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter un prix, un nouveau prix que vous lancez avec INRIA. Quel est l'objectif ? Alors, l'objectif de ce prix scientifique, en fait, c'est vraiment de renforcer les liens entre les acteurs institutionnels que nous sommes, Viginum, avec d'autres partenaires aussi interministériels qui travaillent sur des sujets de manipulation, sur la protection du débat public contre les ingérences numériques étrangères. Donc, de créer des ponts
entre les acteurs institutionnels et les acteurs de la recherche et de renforcer ces liens pour finalement renforcer la capacité collective à développer davantage de solutions C'est-à-dire c'est pour de inciter... recherche appliquée, de travailler avec les chercheurs pour soutenir l'émergence de nouveaux travaux scientifiques qui vont pouvoir contribuer à l'action de protection contre ces manipulations de l'information d'origine étrangère. Et donc ça veut dire par exemple, développer des solutions innovantes pour, par exemple, améliorer les capacités opérationnelles de Viginum, mais aussi potentiellement développer des outils pour le grand public, pour la société civile. Et ce prix scientifique, c'est aussi pour nous un moyen d'identifier des chercheurs avec qui on va pouvoir aussi tisser des liens pour mener des projets de recherche et développement au profit de nos missions opérationnelles. C'est un prix au niveau national ou européen ? Alors c'est un prix qui en fait les chercheurs français et européens peuvent candidater à ce prix. Voilà. Et l'idée en fait, ce prix-là, il est axé sur les chercheurs du domaine des sciences du numérique appliquées à la manipulation de l'information, ou aussi des sciences humaines computationnelles. Et donc l'idée c'est de travailler par exemple sur la détection de contenus synthétiques, sur la détection de comportements coordonnés, sur l'analyse de contenu, par exemple de topic modeling. Voilà, donc on en parlait justement dans notre débat juste avant sur la détection de contenu, essayer d'apprendre à distinguer le vrai du faux avec des outils de marquage, de filigrane numérique. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment équipé. C'est ça, vous diriez ? Alors, le vrai du faux, c'est pas tout à fait notre sujet pour nous, en fait, parce que nous, en fait, on a un champ très précis qui est l'ingérence numérique étrangère, et donc nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est de pouvoir caractériser des comportements qu'on appelle inauthentiques, c'est-à-dire des procédés techniques qui vont être artificiels, qui vont être coordonnés pour amplifier la visibilité d'un contenu ou d'un narratif. C'est la méthode, en fait, qui vous met en alerte, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, on ne va pas forcément travailler beaucoup sur les contenus, on va plutôt travailler sur les dynamiques de propagation, sur les procédés qui sont employés pour amplifier la visibilité d'un contenu. Et donc, nous-mêmes, aujourd'hui, on utilise, par exemple, déjà beaucoup l'intelligence artificielle au profit de nos missions. En interne, mais l'idée c'est qu'on puisse désormais accélérer finalement le développement de solutions innovantes au profit de ces capacités opérationnelles en travaillant avec des chercheurs ou des chercheuses qui vont permettre de développer davantage de compétences, de faire circuler un peu les savoirs entre l'administration et le monde de la recherche pour collectivement finalement bâtir une filière où chacun en fait aura un rôle à jouer contre cette menace. Vous dites bâtir une filière, c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, effectivement, ça c'est un premier pas. Mais en fait, l'objectif vraiment à plutôt moyen long terme, et c'est d'ailleurs un des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information d'origine étrangère qui a été publiée en février 2026. Un des objectifs, c'est de structurer une filière académique nationale et européenne au profit des enjeux de la lutte contre les manipulations de l'information. Remise des prix le 4 juin. Absolument. Vous avez déjà des candidatures ? On a eu beaucoup. On a eu beaucoup de candidatures. Les sélections, effectivement, se sont faites. Et donc, on pourra remettre le prix le 4 juin lors de notre forum annuel. Alors, dans le jury, vous avez plusieurs personnalités de l'INRIA ou des chercheurs, par exemple Claude Kirchner de l'INRIA, qui est aussi membre de notre comité éthique et scientifique, Frédéric Segond de l'INRIA Défense, Mathieu Valette de l'INALCO. Voilà, il y a plusieurs personnalités qui ont été mobilisées pour la séletion de... Ça va être difficile de faire le choix ? Ça a été difficile de faire le choix. Honnêtement, on a eu déjà aujourd'hui on a eu beaucoup de prix très intéressants, notamment de jeunes chercheurs. Donc, on est très content aussi de contribuer à encourager en fait des jeunes chercheurs à se saisir de ces sujets. Et ils gagnent quoi à la fin ? Quel est le prix ? Alors, il y aura c'est une récompense financière. Donc, en fait, on a 3 prix. 3 prix qui vont les aider dans leurs subventions. Voilà. Donc, je n'ai plus les montants en tête. Oui, c'est pas mais voilà, il y aura 3 prix différents, un prix du jeune chercheur, un prix d'innovation scientifique et le prix du jury. Merci beaucoup Anne-Sophie Divert, donc adjointe au chef de service de Viginum, d'avoir été avec nous pour clôturer ce Smart Cyber, cette édition très consacrée au sujet de manipulation des contenus et de l'information. Voilà, c'est votre émission inédite sur la confiance numérique aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Cette émission est préparée avec Émilie Roche et les équipes de Bismart à la réalisation. À très bientôt sur la chaîne.